Madame, monsieur, soyons clairs. Ce message est un premier signal d'alerte. Malgré la mobilisation, notamment celle de nouveaux donateurs, nous accusons un retard important par rapport à l'an passé. Nous avons besoin de vous. Faire un don, c'est aussi reprendre le contrôle de votre impôt. Soutenir les projets et les idées qui vous tiennent à cœur plutôt que de financer des médias qui vous méprisent. En donnant à TVL, vous donnez un sens nouveau à votre contribution fiscale. Vous êtes les acteurs d'un changement puisque vous transformez votre impôt en un acte révolutionnaire. Faites un don à TVL, investissez dans la liberté d'informer, dans la liberté à tout prix. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Patrice Martineau, qui est, j'ai envie de dire, un troubadour français de belle étoffe. Bonjour Patrice. Merci. Bonjour Anne. Quel bel accueil. Mais est-ce que ça vous correspond cette définition? Je trouve que vous êtes... mais je me sens dans la filiation des troubadours, effectivement. Vous êtes dans la filiation des troubadours. Depuis Guillaume de Poitiers jusqu'à Brassens, bien sûr. Et vous êtes... vous avez un succès fou, vous faites des concerts à bureau fermé, et vous publiez des CD, et le dernier porte le beau titre « Oh, ma France ». L'avant-dernier, c'était Réfractaire. Ouais. Et je donne un peu une idée de ce qu'il y a dans les titres, parce que quand même c'est très bon. Comédie humaine, les migrants, le corona, le pangolin et les confinés, éloge funèbre à un franc, les exilés, touche pas à ma vie, l'orange bleue, il n'y a plus de grenouilles dans le bénitier. Le bien mourir, qui est dédié à Vincent Lambert. La France au bois dormant, c'est si joliment dû. Et les bleus sont là, au Réfractaire de 1793. Le titre de votre dernier CD, donc « Oh ma France », c'est publié chez Rejoice. Oui. Bonne maison d'édition de Versailles. Alors, cette France que vous chantez... je vous cite, j'ai pris en note vos paroles. C'est pourquoi je chante « Ô ma si belle France, ô ma France orpheline ». Je chante pour ma France malgré ses reniements. Je prie pour qu'elle retrouve ses émerveillements. C'est joli ce que vous écrivez là. Oui, c'est une chanson que j'ai écrite avec Daniel Fasserias et puis avec Philippe de Villiers. Oui, avec Philippe. Ouais, parce que avec Daniel, nous cherchions un souffle qui soit un souffle un petit peu à la Peggy ou à la Chateaubriand. Et puis Daniel me dit, tu connais bien quelqu'un dans ton entourage? J'ai dit, oui, je connais quelqu'un qui a du lyrisme, c'est Philippe. Oui, c'est sûr. Oui, et puis Philippe s'est prêté au jeu. Et donc il m'a remis un texte assez long. Puis donc après, et du texte, vous avez tiré de la chanson. Ouais. Ah, oui, mais en fait, toutes ces expressions sont des expressions de Philippe. C'est une jolie collaboration. Oui. Vous savez que Gustave Thibon a dit, il y a suffisamment de sujets d'émerveillement sur la Terre. Oui. Ce qui nous manque, c'est la capacité de s'émerveiller. Ça se vit tous les jours. Hein. Et on le vit tous les jours. La capacité de s'émerveiller. Et alors, vous chantez la France, mais vous chantez aussi les paysans de France. Soyez bénis, vous qui arpentez collines et champs pour nous éviter la famine. Merci pour le fruit de vos jours.
C'est une bonne idée d'avoir rappelé que les paysans sont ceux qui nous nourrissent. Ouais. Puis, en fait, je voulais pas faire une chanson militante, mais je voulais faire une chanson qui rend hommage, qui parle de la dignité paysanne, mais dans son essence, quoi. Bien sûr. Parce qu'en fait, une chanson militante ne tient pas le temps, souvent. Elle est faite pour un temps précis, et puis pour une cause précise, mais alors qu'on a besoin d'avoir du souffle, et le souffle vient par la poésie, quoi. C'est mais ils ont besoin de soutien, parce qu'on est quand même en train de vouloir les supprimer. Oui, et puis tous pour nous donner des petites pilules, des steaks de fourmis. Ils ont besoin d'entendre une parole qui leur parle. Qui les gratifie. Oui, qui les gratifie, vraiment. Ouais. Qui les remercie. Vous êtes indispensable à notre vie, quoi. Bien sûr. Ça, c'est très important. Ouais. Bien sûr. Quand on pense qu'on vient de signer le Mercosur, qui va inonder la France de produits non conformes à la législation européenne, mais ça leur pose pas de problème. Ursula se cache les yeux, se voile les yeux. Alors, vous nous offrez aussi un voyage en Syrie. Oui. La Syrie avec Daniel Facerias, la Syrie qui a beaucoup souffert. Oui, alors pour nous c'était un voyage étonnant puisque ça s'est passé dans le cadre de la Semaine internationale de la francophonie. Oui. Et puis donc nous avons rencontré des Syriens qui sont, mais pas des politiques, des Syriens de base, et qui sont amoureux de la langue française. Et il y a un soir dans un restaurant, il y a un Syrien qui nous a dit: nous, on attend cette langue française pour parler, ne serait-ce que pour parler de paix. On peut pas utiliser la langue arabe qui est trop floue. C'est une langue qui est faite d'images, et avec la même image, on peut dire le contraire de ce qu'on veut, quoi. Tandis que il m'a dit qu'il y avait deux langues qui étaient capables de faire de la diplomatie, c'était le russe et le français, quoi. Et le français, parce qu'il a été pétri de littérature, est devenu en fait une langue très précise. Elle était faite aussi à partir de deux langues qui sont le loc et l'oï. Et donc on peut pas dire le contraire de ce que exprime le mot, quoi. C'est fou la passion qu'ont certains étrangers pour le français. J'ai vu le film sur Aznavour, Charles Aznavour, et il dit la langue française c'est ma patrie. C'est ma patrie. Et il en joue, et il est arrivé à un degré de virtuosité. Oui, bien sûr. Et puis une musicalité de la langue qui est incroyable. Ouais. Alors il y a un texte joli, le chasseur d'âmes. Alors qui est ce chasseur d'âmes? C'est le père Planchat qui a été béatifié. Alors ça, je connaissais pas, moi, ce père Planchat. Mais il a été victime de la commune de Paris, alors qu'il était le grand serviteur des pauvres, et il donnait ses chaussures aux gens qui passaient. Enfin, c'est quelqu'un qui a donné toute sa vie pour les pauvres, mais qui sont désormais dans le 15e arrondissement. Hein. Enfin, c'était ce quartier autour de la Salette. Hein. Oui. Et puis, il aurait dû être respecté parce qu'il servait les pauvres. Mais la commune ne supportait pas cette concurrence déloyale, sans doute. Et puis, surtout que c'était une personne qui a donné une âme aux pauvres. Hein. C'est vraiment... D'où votre titre. Oui, mais c'est le surnom qu'on lui donnait de son vivant, le chasseur d'âmes. C'est-à-dire que, au travers de son service de la pauvreté, il servait les âmes des gens, il leur donnait une dignité aussi en même temps, quoi. C'est un type exceptionnel. Hein. Et j'ai tourné le clip dans le quartier, dans la rue Santos-Dumont, ou avec Brassens. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est très très bien. Et puis vous écrivez aussi une complainte des martyrs d'Orange, que j'aime beaucoup, parce que à Orange, il y a une statue fabuleuse de Boris le Jeune. Vous êtes allé à Orange récemment? Non, je ne sais pas. Alors il faut que vous y alliez, parce qu'il y a une statue de ce grand sculpteur ukrainien, est devenu russe aujourd'hui, de toute façon, qui avait fait ses études à Saint-Pétersbourg. Et c'est une statue fabuleuse de deux religieuses, l'une à genoux, l'autre debout. Le vent souffle dans leur robe, donc il y a des plis un peu baroques. Et au-dessus d'elle, il y a une structure qui est censée représenter, bien sûr, l'échafaud. Et venant du ciel, avec une palme, la palme des martyrs, un ange qui descend vers eux. Donc,
Voilà, les martyrs Alors en fait, d'Orange. le texte était écrit par l'une des religieuses c'est écrit 2 jours avant de monter à l'échafaud. C'est ça. Et c'est étonnant parce qu'en fait, elle a écrit un texte en alexandrin avec une musicalité dedans. C'était une femme très cultivée, mais qui a exprimé avec une je dirais avec une hauteur son passage vers la mort au travers de la guillotine, c'est incroyable. Et alors c'est le prêtre qui s'occupe de la béatification, le postulateur, m'avait demandé d'écrire une chanson sur le sujet. Et puis quand je l'ai appelé, je lui ai dit, je suis désolé, je n'écrirai pas de chanson. Il me dit, oh non, tu peux pas me faire ça. Et puis en fait, je lui ai dit, j'ai mieux, parce qu'en fait j'ai le texte écrit par une des religieuses qui était assassinée, qui était la sœur Saint-Théotiste. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais elle était si belle que le bourreau était effondré à l'idée de la tuer. Et le bourreau lui dit, épousez-moi et vous êtes libre ce soir. Et la religieuse a répondu, je ne peux ce soir, je dîne avec mon Seigneur. Je l'ai lu, oui, effectivement. Et oui, c'est extraordinaire. Je trouve cette phrase absolument étonnante. Ah oui, c'est extraordinaire. Hein. Et enfin, de la plus haute tour, j'en appelle à l'amour. Ça, c'est j'en appelle à l'amour. C'est une chanson de Brel aussi. Oui, mais c'est un clin d'œil, bien voilà, sûr. Un clin d'œil. Et puis un petit clin d'œil à Rimbaud aussi, bien sûr. Un petit clin d'œil à l'amour. Ouais, on va terminer. On va laisser nos auditeurs avec votre chant, la chanson de la plus haute tour. Ah oui, à l'amour. C'est une chanson que j'ai écrite en revenant de Syrie. Donc, une envie de voir les gens debout pour se battre avec leur âme, quoi. Donc on va terminer cette émission en vous donnant le micro avec le CD qui vient de paraître, Oh ma France, Patrice Martineau, Chérie Joyce, et juste celui d'avant, Réfractaire, peut-être un peu plus politique celui-là. Ben, c'était plus un coup de colère, parce que j'ai fait ce disque-là au moment du Covid. Ah oui, donc j'ai voulu contenir ma colère, puis la transcender un peu pour m'en libérer. Philippe de Villiers écrit d'ailleurs, vous êtes un Gaulois réfractaire, qui a l'âme d'un barde des patries charnelles, qui porte sur l'esprit du temps le regard acéré d'un poète lucide, exigeant et réfractaire au vers de circonstance. Ouais. C'est une belle préface. J'étais très, très touché par C'est une belle préface. Mais de l'union des combattants peut sortir le salut. Bien sûr. N'est-ce pas ? Oui, puis les poètes ont une place. Et les poètes ont une place. Je vais terminer cette émission aussi en évoquant la parution d'un autre troubadour que j'ai reçu cet hiver, qui s'appelle Louis-Antoine, qui a créé un site qui s'appelle Dieu, la France et le roi. C'est clair et net. Et il est très... il vous ressemble, c'est un petit frère, il a juste 30 ans. Et il y a dans ce CD une invocation à Jeanne d'Arc, un éloge des saints, heureux les braves, les modestes, heureux les justes. Un très joli texte par amour de ma reine, c'est bien sûr la reine Marie-Antoinette, et un Ave Maria. Et ces deux troubadours, chers amis de TV Liberté, que vous devez avoir près de votre appareil à musique, Louis-Antoine et Patrice Martineau. Je mettrai les références à l'écran. Merci beaucoup, Patrice, d'être venu. Merci beaucoup, Anne. Je suis ravie de vous avoir revu. Et à très vite. À très bientôt. À très vite. Ah oui, pas de concert dans l'immédiat. Il est passé, le concert. Oui, c'était sur la francophonie. C'était sur la francophonie. C'était extraordinaire. Ouais. C'était extraordinaire. On a fait Et il n'y en a pas un autre prévu ? J'espère pouvoir le donner bientôt sur Paris. Bon. Mais on est 20 sur la scène, c'est une comédie musicale. Donc, ah oui. Ouais, c'est incroyable, avec les enfants. Ah oui. Avec des jeunes chanteurs. Alors vous nous prévenez. Voilà, vous nous prévenez. C'est un très très beau sujet. Merci Patrice Martineau. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Le micro vous est ouvert. Merci. Amis TV Liberté, à très vite. Au nom du ciel et de la terre, au nom du partage des eaux, au nom de la guerre à la guerre, au nom de tous les chants d'oiseaux, au nom des nuages qui passent, au nom des semelles de vent, de ceux qui naissent, qui trépassent, au nom des hommes et de leurs chants. Au nom des lacs et des rivières,
des sanglots longs des violons, au nom des enfants de lumière et de la rose de Saron, au nom des sages, au nom des fous, qu'on applaudit, qu'on emprisonne, au nom des prophètes qu'on cloue au pilori de Babylone. De la plus haute tour, frères d'armes, frères d'âmes, j'en appelle à l'amour, frères d'âmes, frères d'armes. Au nom des foules sans visage, sous la houlette d'un enfant, du ciel de traîne avant l'orage, sous la coupole des grands vents, au nom des lèvres des amants et des voiles des caravelles, au nom du râle des mourants, sur le quai de la vie éternelle. De la plus haute tour, frères d'armes, frères d'âmes, j'en appelle à l'amour, frères d'âmes, frères d'armes. Au nom de l'antique promesse, au nom des cèdres du Liban, au nom du glaive de Damoclès, sur la honte de l'Occident, au nom du chant des troubadours et du silence du plein champ, au nom de nos rêves au long cours, des voluptés du firmament. De la plus haute tour, frères d'armes, frères d'âmes, j'en appelle à l'amour, frères d'âmes, frères d'armes. De la plus haute tour, frères d'armes, frères d'âmes, j'en appelle à l'amour, frères d'âmes, frères d'âmes. Au nom du ciel et de la terre, au nom des enfants de lumière, au nom des sages, au nom des fous, au nom des prophètes conclus, j'en appelle à l'amour, frères d'âme, frères d'âme, j'en appelle à l'amour. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Maryse Galvez de Gore pour de très jolis contes de Noël, les contes de Noël de grand-maman, publiés chez Via Romana. Bonjour madame. Bonjour madame. Nous avons beaucoup aimé vos contes, nous avons été très émus par ces contes. Il faut dire que j'adore les contes. C'est très petite, j'ai commencé ma vie avec les contes d'Andersen, puis après les contes de tous les pays. Vous savez, cette collection Nathan exceptionnelle. Oui. À mettre entre toutes les mains. À mettre entre toutes les mains. Et j'ai donc... Mais ils sont toujours édités ou pas? Je ne sais pas. Moi, j'ai la chance d'avoir la collection pour... Moi aussi. Voilà. Moi aussi. Héritage de mon enfance. Et ce qui fait que nous avons beaucoup voyagé, Oui. sans quitter notre chambre. Et j'ai retrouvé ce bonheur en lisant votre livre, puisque nous partons dans des lieux très différents. Nous partons en Syrie, nous partons en Palestine, nous partons dans beaucoup de régions en France, mais avec les échos de la Révolution. Et alors, vous-même, vous avez beaucoup voyagé ou comment? Non, je suis une voyageuse immobile. Une voyageuse des contes et légendes de tous les pays. Exactement. Qui ont enchanté ma jeunesse. Eh bien, ça se sent parce que on voyage beaucoup dans votre livre, comme je le disais. Alors, vous êtes enseignante, vous avez dirigé des écoles.
Vous êtes mère et grand-mère, et vous êtes aussi bretonne. C'est très important parce que les Bretons ont tout de même un don pour le conte. Les Bretons sont sur la terre, mais ils sont très au-dessus de la terre et puis très en dessous, sous terre aussi. Non, je me trompe. Non, c'est vrai que les contes, j'ai entendu des contes, Oui. émanant d'ailleurs d'une dame qui parlait encore breton, Oui. elle était bilingue, Oui, oui. donc j'ai connu des personnes qui étaient à même de raconter, alors en breton je ne le comprenais pas, Oui. mais en Merci français... la République. Mais en français, elle racontait, et moi je suis de la région lorientaise, Oui. donc des légendes de l'île de Groix, Bien sûr. autour Ouais. de la pêche, autour Ouais. Oui. de cette vie un peu rude des pêcheurs. Et si on a lu Anatole Le Braz, ce qui est le livre essentiel à lire sur la Bretagne, on se rend bien compte qu'ils sont des mystiques, ce sont des... Enfin, je dis ce sont, nous sommes, puisque moi aussi je suis bretonne. Alors, le miracle, dans votre livre qui raconte des miracles, mais votre miracle, c'est que cette nuit de Noël est toujours particulière. Comment expliquez-vous cela? Alors le lien entre les contes, c'est la Sainte Famille. Oui. Parce que Jésus naît dans une famille, Oui. une famille qui nous est offerte à nous aussi, chrétiens, Oui. puisque Jésus va offrir sa mère. Sa Oui. mère sera notre mère. Oui. Et Dieu nous offre un grand frère, parce que Jésus va être celui qui va nous guider tout au long de notre vie, va nous prendre par la main, nous conduire jusqu'à la maison du Père. Donc je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à des enfants, cette espérance. Et cette Vierge va faire des cadeaux tout Oui. le long Oui. du livre. Dans chaque conte, la Vierge vient en aide à des enfants, souvent dans des conditions désespérées. Oui, parce que ce sont des enfants comme aujourd'hui qui vivent dans des situations chaotiques. Ouais. Et j'ai fait en sorte que les adultes autour des enfants, puisque les enfants sont les héros des contes, Oui, oui. soient entourés de personnes bienveillantes, avec des valeurs communes, de solidarité, d'élégance. Oui, oui. De charité. De charité, oui. Lâchons le mot. Oui, la charité. D'ailleurs, la grand-mère, dans un des contes, est indignée par le fait qu'on ait manqué de charité vis-à-vis de réfugiés. Oui, oui. Alors, la guerre résonne dans votre livre. Oui. Il y a beaucoup de réfugiés, il y a beaucoup de gens qui fuient la guerre. Oui. Il y a des réfugiés syriens qui s'embarquent sur la plage pour aller vers la Grèce. Il y a tristement d'actualité. Il y a des réfugiés russes qui fuient la révolution soviétique. Il y a... et puis, il y a ces papas qui sont loin de leurs enfants parce qu'ils font la guerre. Oui. Et que donc, ils jettent dans la désolation leur petite fille ou leur petit garçon. Oui. Ce qui arrive à la petite fille Madeleine du conte Mon poney de Noël. Oui. En fait, elle a perdu sa maman et son papa est au front. Oui. Donc elle dit, je prie pour ma maman qui est au ciel et mon papa qui est au front. Et on va lui arracher pratiquement... On va donner son poney, le poney qu'elle aime tant, qui lui rappelle son papa. À une femme enceinte. Oui. Pas n'importe laquelle. Et pas n'importe laquelle, oui. Et ça, c'est très, très joli. Le trio chrétien par excellence apparaît dans tous vos contes. Et donc, on sent, on sent ce qui va venir. Mais ça, c'est vraiment extraordinaire. Parce que les enfants reconnaissent. Oui. Je donne des petits indices. Oui, les enfants reconnaissent. Et Marie, qui va utiliser, entre guillemets, le poney de Madeleine dans le conte Le poney de Noël, est encouragée par sa grand-mère,
qui parle comme les grands-mères de l'époque en disant « Madame qui est dans une heureuse espérance ». Oui. Moi, je rappelle très bien d'avoir entendu dire ça. C'est très joli. C'est très joli. Et elle l'encourage, sa petite fille. Oui. Et bon, la personne qui, effectivement, est la Vierge lui dit prie, ton âme en est bien capable. Oui. Elle reconnaît dans la petite fille cette profondeur. Et cette petite fille, le soir, avant de se coucher, va prier. Elle va prier. Elle va prier. Et nous ne disons pas ce qu'il va arriver, parce que sinon nous dévoilerions trop de choses, mais elle est exaucée. Et j'ai beaucoup aimé mon Noël avec Dimitri, parce que cette petite fille qui voit arriver ce réfugié russe, cette famille aristocratique qui rencontre, en fait, qui est accueillie par une autre famille aristocratique, et dans un beau château, ce qui fait qu'il y a de la place pour l'accueillir. Oui. Et ce qu'on voit, c'est la force spirituelle de ce Dimitri, qui lui montre une icône. Il y a une icône placée sur la commode de cette chambre, et qui est la Nativité. Oui. Et c'est le visage du Christ, très exactement. C'est le visage du Christ, très exactement. Mais cette petite fille, elle pense au début que c'était simplement un tableau. Elle n'a jamais vu une icône. Non. Et elle dit, quand Dimitri lui parle de sa Sainte Russie et de Saint-Pétersbourg, elle reconnaît qu'elle est complètement ignorante de ce nom. Et elle va être amenée avec lui à être en contemplation, en adoration devant cette icône. Lui, il l'invite à adorer. Et ça dit beaucoup de choses sur d'abord sur l'âme russe. C'est évident que un certain nombre de gens en Europe ont perdu de vue. Et c'est fou l'influence que ce Dimitri a eue sur cette petite fille. Oui. Puisque cette petite fille va devenir Clarisse. Oui, c'est ça. Ça va décider de sa vie. Alors, vous inventez, ou ce sont des histoires vraies, ou où est-ce que vous avez trouvé toutes ces idées? Alors, il y a une partie de souvenirs familiaux, puisque j'ai eu la chance qu'on me transmette des choses. Oui. Et, des documents, des archives, des lettres. Oui, et puis, à un moment donné de ma vie, j'ai demandé à maman de transmettre pour moi, mais pour mes enfants aussi. Vous avez raison. Parce que, bon, il y avait des choses à la maison, des tableaux, des portraits, dont j'ignorais tout à fait la provenance. Enfin, je savais que qui c'était est de la celui-là famille. Mais qui est celui-là? J'avais même demandé à maman d'écrire derrière. Elle l'a fait? Elle l'a fait pour certains, malheureusement, elle aussi. Pas tous. Voilà. Mais sinon, les lectures aussi, hein. Oui. Et j'avais été très touchée par une histoire qui avait touché ma famille de réfugiés russes, justement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Dimitri, il est parti avec sa maman, ça devait être de l'affolement, comme quand on quitte son pays, sa maison, et il sauve l'icône. Oui. Ah oui. Il arrive avec son icône. Oui, c'est sûr. Mais dans toutes les maisons russes qui se respectent, je connais beaucoup de Russes et d'Ukrainiens qui se considèrent comme Russes. Il y a chez eux une icône et une bougie devant. Oui, c'est permanent. Ce qu'il n'y a pas chez nous. Oui, c'est allumé. C'est dans quelques maisons, de familles bien traditionnelles et bien pieuses, mais c'est pas très répandu. Et puis j'ai beaucoup aimé le premier Noël chez le docteur Tourville. Oui. Alors là, ce jeune homme qui va de maison en maison parce qu'il est orphelin, qui tombe chez ce médecin de campagne, qui a été un médecin militaire. C'est ça. Il a tout vu, là. Oui, il a tout vu. Il a fait tous les pays derrière la Grande Armée ou avec la Grande Armée, oui. Et il se dévoue à ses ouailles. Je dis ouailles parce qu'un médecin de campagne est un peu un prêtre. Oui. Et même le jour de Noël, surtout le jour de Noël, il interrompt son dîner pour aller aider une jeune à coucher. Et il recommande que la petite fille s'appelle Marie-Joseph. J'ai adoré cette histoire. Et puis, parce que ce jeune garçon, donc, qui n'a plus de famille, de parents proches, va errer de famille en famille jusqu'à ce qu'on l'envoie chez le frère préféré de sa mère.
et qui lui adresse pas, il n'a pas le temps de lui adresser la parole. Non. Puis je pense que c'est pas un homme habitué à beaucoup converser. Non. Mais il y a un piano. Oui, Et donc l'enfant trouve quelqu'un à qui parler, en quelque sorte. c'est ça. Et Mélanie, la gouvernante, fait un peu le lien, Et mais Mélanie, oui. elle dirige la maison et au départ, elle se dit je veux pas trop de ce garçon dans mon précaré. Oui. Et puis petit à Oui, petit, oui. on voit Elle que adopte. Elle adopte. Elle adopte. Parce qu'il a le droit de franchir Ouais. son précaré qui est la cuisine. Et elle lui parle de son oncle, Ouais. que Paul ne connaît pas Non, finalement. pas du tout. Il ne le connaît pas. Oui, et elle le présente, elle le vénère. Oui. Et elle a reconnu son sens de la charité. Oui. Donc elle le vénère. Donc Oui. ça, c'est vraiment aussi un très très joli conte. La plus triste et la plus dangereuse, c'est sûrement le berceau de sable. Oui. Parce que ces gens qui quittent leur pays, ces Syriens qui partent en famille et dont les barques sont renversées et ils se retrouvent dans les flots et il y a des bébés, de très jeunes enfants, on se demande comment ils vont résister. Et là, on a l'angoisse jusqu'à la dernière ligne. Mais rien n'est triste dans votre livre. Parce qu'on est dans l'espérance chrétienne. C'est ce qu'il faut transmettre. Oui, et avec l'aide de la foi, tous ces drames se vivent sûrement mieux. En tout cas, c'est vraiment très très joli et soyez remerciés de ces contes. Il y en a un qui est tout simple, mais qui montre le désarroi d'un enfant qu'on déménage pour aller dans sa famille pour Noël. Et on ne prend pas son cheval à bascule. C'est ça, oui. Et c'est épouvantable. Il est malheureux comme tout. Donc il arrive chez ses grands-parents et il fait la grise mine. Oui. Et le père explique le problème dramatique. Le coffre était trop plein. L'âne était trop grand. Et le grand-père va chercher, ça je trouve ça fantastique, il va chercher le petit cheval à bascule de l'arrière-grand-père. Oui, c'est ça. Alors là, arrive un petit cheval tout pelé, tout galeux, mais l'enfant... Qui fait l'affaire. L'enfant a, en quelque sorte, l'arrière-grand-père de son propre cheval. Oui, c'est ça. Son premier. Je voulais dire aux auditeurs qu'il y avait chez Via Romana beaucoup de livres de contes. C'est une collection chez Benoît Mancheron. Et on peut y trouver les plus beaux contes de la Varande, les plus beaux contes de Noël de la Varande, qui sont très beaux. Et j'en avais enregistré un, vous le retrouverez sur le site de TV Liberté. C'était le Noël de Madame de Vintimille. La croix de Monsieur de Vintimille. C'était un très très joli conte. Et puis je voulais vous signaler la parution d'un livre qui m'a beaucoup intéressée, aussi chez Via Romana. C'est de Guy Barret, Chartres, Arche d'Alliance et reliquaire du voile de Marie. Je ne savais absolument pas qu'il y avait le voile de Marie à Chartres. Et je trouve que c'était quand même bien dommage. Et Guy Barret fait l'historique de la construction de la cathédrale de Chartres. Et c'est assez magique à lire, parce que tout est bien organisé. Et on est en effet devant le voile de Marie. Voilà. Privilège que nous avons en France. Privilège extraordinaire. Je voudrais aussi vous inviter à découvrir la réédition d'un livre de Jean Raspail, la réédition d'un livre d'un écrivain qu'on a beaucoup aimé. C'est toujours un événement. Et c'est l'un des premiers romans de Jean qui s'appelle « Bienvenue, honorable visiteur » aux éditions 7 Cavaliers. Alors, c'est un livre tout à fait dans la veine raspalienne. Il imagine un groupe de touristes français et américains qui arrivent pour longtemps au Japon. Et comme tous ces Occidentaux, j'ai envie de dire sûrs d'eux-mêmes et dominateurs, estiment que les mœurs japonaises sont totalement obsolètes et qu'il faut libérer les geishas, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et
on sent l'ironie et l'insolence de Jean Raspail à l'égard de ses frères, qui est tout à fait marrante. Et on a envie de se dire, se comporter comme ça à l'égard d'un Japon qu'on a bombardé 20 ans avant, dont on a éliminé 2 villes, il faut quand même être sacrément culotté. Donc, régalez-vous avec ce livre que vous trouvez sur Amazon très facilement, dans les meilleures librairies, comme on dit aussi. 7 cavaliers, Jean Raspail, honorable visiteur. Bienvenue, honorable visiteur. Chers amis de TV Liberté, nous entamons notre seconde nouvelle chronique de cinéma avec Renaud de Bourloff. Bonjour Renaud. Bonjour Anne. Et nous vous offrons un film délicieux qui s'appelle Prodigieuse. Il faut y aller vite parce que ces films durent moins à l'écran que la dernière production de Walt Disney. Donc il faut y aller vite parce que vous en serez heureux. D'abord parce que c'est un film musical, c'est l'histoire de 2 sœurs jumelles, 2 pianistes, 2 apprentis pianistes, pour lesquels les 2 parents abandonnent leurs propres rêves. L'un, Franck Dubosc, voulait plonger, battre ses records. Les records d'apnée, c'est ça. Voilà. Et la mère, qui avait une jolie situation de styliste chez un grand couturier. Chez un grand couturier. Et donc, ils investissent absolument tous leurs efforts dans la carrière de ces 2 jeunes filles. Et cela montre parfaitement la dureté de l'apprentissage de ce piano. C'est un sacerdoce. Oui, et surtout, elles se prennent de passion pour le piano. Elles sont très enthousiastes lorsqu'elles ont une vingtaine d'années d'entrer dans cette prestigieuse académie musicale. Et allemande ou autrichienne? Allemande, oui, allemande. Près de la frontière franco-allemande. Oui. Donc elles habitent en France, elles font les trajets en train tous les jours. Donc elles se lèvent tôt pour aller à cette académie tous les matins. Elles sont très motivées, elles sont passionnées. Et puis, il va y avoir un drame qui va intervenir. Elles vont découvrir l'une après l'autre qu'elles ont une maladie orpheline qui affecte les articulations des mains. Oui. Alors, c'est une histoire c'est vraie. Inspiré d'une histoire vraie. C'est inspiré d'une histoire vraie. Les sœurs Plenay, Audrey et Diane Plenay, P-L-E-Y-N-E-T. Je suis allée les écouter sur Internet et elles sont très émouvantes. Elles sont très... Et alors, elles trouveront une solution. Et oui, parce que dans un premier temps, elles sont résignées. Oui. Elles décident d'abandonner le piano, la musique. Il y a une des 2 sœurs qui va jeter les partitions par la fenêtre. Oui. Puis en fait, très vite, leur passion va reprendre le dessus. Oui. Elles vont continuer à vouloir rejouer, d'abord pour le plaisir, et puis après, tout de suite, ça va être la passion des compétitions musicales qui va revenir. Elles sont tellement douées qu'elles sont choisies et surtout, ce qui pour est gagner les intéressant, concours. Oui, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'elles étaient dans leur heure de gloire, au début de l'entrée à l'académie, elles se retrouvaient parfois en rivalité. Elles sont très soudées, ces 2 sœurs jumelles, mais parfois, il y avait la rivalité qui venait semer et livrer. Et puis, à partir du moment où elles ont toutes les 2 ces problèmes de main, elles vont aborder la maladie ensemble. Elles vont faire front commun, elles vont se compléter toutes les 2 pour vivre de leur passion pour le piano selon une méthode tout à fait originale qui a été inventée par les 2 sœurs dont il est question dans la vraie vie. C'est c'est un joli film. C'est une très belle histoire de famille, vraiment des 2 sœurs qui sont émouvantes par leur unité, leur solidarité. Et comme vous m'avez dit avant l'émission, pas de wokisme. Pas de wokisme. Ce qui est très très reposant. Ouais. Une belle histoire de famille, avec des parents qui comprennent, une belle famille française, des parents qui comprennent leurs filles, qui ont du mal à comprendre parce que dans un premier temps, le père, il voulait pousser ses filles vers la réussite, mais surtout parce que il voulait que ses filles réussissent là où lui avait échoué. Il était obsédé par la réussite de ses filles parce qu'il avait lui-même mal digéré ses propres échecs. Et en fait, au bout d'un moment, il va comprendre que finalement, ses filles, il les aime pour ce qu'elles sont. Bien sûr. Et puis, il va plus les guider vers leur épanouissement, plutôt que vers la réussite. Et finalement, c'est l'épanouissement qui va les aider à réussir. C'est ça qui est paradoxal. Bien sûr. Alors, deuxième film, donc Prodigieuse. Deuxième film, nous avons vu en avant-première... Saint-Exupéry, qui sort le 11 décembre. Qui sort le 11 décembre. Alors, c'est un film d'auteur, chers amis de TV Liberté. Alors, film d'auteur, ça signifie beaucoup d'invention, de poésie, de liberté. Oui,
attention, contrairement à ce que le titre semble indiquer, ce n'est pas une biographie d'Antoine de Saint-Exupéry. Nous sommes seulement en 1930. C'est vraiment juste un court passage de sa vie qui est montré de façon un peu C'est même romancée. une semaine de la vie de Saint-Ex et Guillaume. Nous sommes en 1930 en Amérique latine. Donc rappelons qu'à cette époque, Antoine de Saint-Exupéry était pilote à la compagnie de l'Aéropostale. Oui, donc comme Guillaume. Il transportait le courrier pour une compagnie française, donc dans l'Amérique du Sud. Et au cours d'une mission, Henri Guillaume, qui est le meilleur ami d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est un peu comme... dans ce film, il est un peu montré comme un père et comme un grand frère. Il y a une relation très forte entre les deux hommes, puisque Saint-Exupéry a été orphelin de père très jeune, et il a ensuite perdu un frère. Donc on a vraiment l'impression dans le film qu'il voit en Guillaume le père qu'il a perdu et le frère qu'il a perdu. Mais Guillaume tombe. Et alors Guillaume disparaît en vol. Donc Antoine de Saint-Exupéry va tout faire pour le retrouver. Malgré la désapprobation de son supérieur hiérarchique, malgré les difficultés concrètes. Nous sommes quand même au pied de la Concagua, montagne très 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 impressionnante dans la cordillère des Andes. Et il faut savoir que l'auteur du film, je suis allée chercher, est né au pied de la Concagua. Et le film a été tourné en Amérique latine, au pied de la Concagua, dans des difficultés folles. Alors la Concagua, c'est en Argentine, comme vous le savez tous. Et les conditions pour tourner ce film ont été très dures. Parce qu'ils ont tourné en hiver. Ils ont tourné en hiver, il fait -20. Donc on a une sensation de réalité qui est terrible. Et c'est vrai que le vœu du cinéaste, c'était de faire un conte. En fait, il y a très peu de personnages. Oui. Tout est centré sur le personnage de Saint-Exupéry, qui est rêveur, qui est inventif, qui est original, joué par un très bon Louis Garrel. Et ce personnage est perdu dans les paysages de l'Amérique latine, de la cordillère des Andes, de l'Argentine. Donc le film a pour but de faire rêver. Absolument. En fait, c'est un voyage vers le rêve. On s'envole vers le rêve avec Saint-Exupéry. Et Guillaume et Vincent Cassel. Et Vincent Cassel dans le rôle de Et alors, dans cette semaine, l'auteur du film glisse quelques informations sur des phrases du Petit Prince, des informations biographiques sur la jeunesse de Saint-Ex. Et puis plein de petites histoires qu'on retrouve dans les œuvres de Saint-Exupéry, notamment dans Terre des Hommes et dans Vol de nuit. Dans Terre des Hommes, voilà. Il y a 2 chapitres qui ont fortement inspiré l'écrivain. Donc tout ça c'est bien. Alors les gens qui n'aiment pas les films à suspense et qui craignent l'avion, n'y allez pas parce que c'est quand même assez terrorisant. Moi, on passe beaucoup de temps dans l'avion, en effet. J'ai passé ma soirée dans mon chapeau tellement la peur de tomber de l'avion me terrorisait. Ah bon, c'est comme à l'époque des premiers films, les spectateurs qui voyaient le train qui arrivait en gare de la Ciotat, ils avaient peur que le train sorte de l'écran. Oui, mais là, vous ne seriez pas tombé de votre fauteuil quand même. Je suis comme ça. Je vis au cinéma comme si j'étais dans la pellicule. Et c'est un film tout à fait étonnant. Un bémol, la fin, un peu politisée. Une citation de Saint-Ex parmi mille autres. Nous avons vaincu la cordillère des Andes, mais nous avons échoué à vaincre le fascisme. Oui, parce qu'il y a une longue ellipse jusqu'à la fin. On voit la mort de Henri Guillaume qui meurt en 1940. Son avion a été mitraillé probablement par les Italiens, même si ce n'est pas forcément avéré, mais c'est probable. Oui. Et donc Antoine de Saint-Exupéry décide d'entrer en guerre. Alors attention, il n'entre pas en guerre pour la France, il va se battre contre les fascistes. Oui. Bon, c'est une réécriture de l'histoire. Antoine de Saint-Exupéry n'était pas un idéologue. D'autant plus que la position de Saint-Ex était très au-dessus de la mêlée, de la mêlée, selon le titre de Romain Rolland, du roman de Romain Rolland. Et alors c'est quand même très marrant parce que Saint-Ex a toujours voulu on a toujours voulu récupérer Saint-Ex. Ah oui, il était récupéré par tous les bords. Ça, je ne le savais pas, mais je découvre que les gaullistes ont envoyé Kessel à New York pour faire contrepoids à Saint-Ex comment dire, Saint-Ex est resté extrêmement mesuré et puis bon, ce qu'il y a de rigolo, c'est que sortir cette phrase aujourd'hui, comme si le fascisme était vraiment ce que nous craignons plus aujourd'hui. Surtout, c'est une réécriture totalement anachronique. Saint-Exupéry n'a certainement pas dit ça. Puis il a été reconnu mort pour la France, pas mort contre les fascistes.
Donc on n'a pas beaucoup de chance. Absolument. Et moi, mais même si cette fin ternit un petit peu le film, ça reste un très bon film Ça ensemble. reste un très bon on peut film, vraiment oui. inviter les spectateurs à aller le voir, vraiment. Oui. Moi, j'ai retenu en novembre 42, depuis New York, il déclare à la radio « Français, réconcilions-nous pour servir ». Ça me paraît une bien plus belle devise. Oui. Et bon, dans le film, ça aurait pas plu, ça aurait fait trop nationaliste. Voilà. Mais c'est pour ça que nous sommes ici. Un écrivain est libre et un écrivain n'est jamais récupérable. Il faudrait que ces petits esprits le sachent. Les grands écrivains ne sont jamais récupérables. Alors, un autre film que vous avez vu, En fanfare. En fanfare. Alors, autre film musical. Exactement, on parlait de musique avec Et Prodigieuse. autre film sur des fraternités. Exactement. Alors, En fanfare, c'est l'histoire de deux frères qui se rencontrent à l'âge adulte, à un peu plus de 35 ans. Deux frères jumeaux. Non, pas de frères jumeaux. Ah, Ils ont 4 ou 5 ans d'écart. Ah oui, ok. Mais surtout, ils ont tous les deux été des enfants adoptés. Ils ont été adoptés dans deux familles différentes. Oui. L'un dans une belle maison avec jardin à Meudon, et l'autre dans une petite maison d'une petite banlieue du Nord, dans une famille très modeste. Donc tout les sépare. Ils se rencontrent à l'âge adulte parce que l'un des deux a besoin de l'autre pour une greffe de moelle osseuse. Oui. C'est l'occasion de se rencontrer et surtout de découvrir l'existence l'un de l'autre. Oui. Et ils vont se rencontrer, tous les opposent, sauf Le une goût passion de la commune, musique. la musique. Ouais. Et évidemment, l'un d'eux est devenu chef d'orchestre de renommée mondiale. Il va se produire à Londres, à New York. Et l'autre joue dans une fanfare du trombone. Il joue du trombone dans une fanfare de son usine avec ses camarades qui sont ses camarades d'usine qui sont presque tous CGT. C'est pour ça que j'emploie le mot camarade, c'est pas un hasard. Donc tous les opposent et pourtant ils vont se connaître, s'apprivoiser l'un à l'autre. Oui. Exactement. Et s'entraider. Leur fraternité va tout dépasser. On n'en dit pas plus. Oui, c'est ça. On n'en dit pas plus parce qu'il Et faut puis, laisser découvrir. C'est vrai que ce qui est bien, c'est que le film évite quand même les écueils qu'on peut avoir dans l'opposition entre deux classes sociales très différentes. Oui, on sent que le deuxième frère a souvent de la jalousie sociale vis-à-vis de l'autre. Mais le film semble bien montrer que cette jalousie sociale est aussi injuste, parce que le premier est méritant, même s'il a grandi avec une cuillère en argent dans la bouche, il a quand même été méritant de devenir un grand chef d'orchestre. Et puis il avait aussi ses problèmes de santé aussi. Il n'est pas forcément plus à envier que l'autre. Bien sûr. Et alors vous avez vu un autre film que je ne suis pas allée voir. Alors, vous avez détesté. Le Panache. Alors contrairement à Prodigieuse, qui est un film prodigieux, Le Panache, c'est une œuvre sans panache. C'est le cas de le dire. Alors, Le Panache, vous avez tous reconnu, bien sûr, Cyrano de Bergerac. Il y avait un très bon point de départ. C'est l'histoire d'un prof de français dans un collège privé sous contrat. Ce détail a de l'importance, vous allez comprendre pourquoi. Il a dans sa classe un élève de 3e bègue qui décide d'entrer dans son atelier théâtre. Oui. Alors déjà, un élève qui a des problèmes de bégaiement dans un atelier théâtre, on se doute qu'il va avoir des difficultés. Oui. Mais le professeur le prend sous son aile protectrice et va lui permettre de jouer Cyrano de Bergerac. Alors jusque-là, tout va bien. Seulement, il y a aussi d'autres problèmes. C'est que le professeur, il prend aussi sous son aile protectrice un autre personnage, un garçon qui veut jouer Roxane. Un garçon qui veut jouer Roxane. Vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. Non, mais j'ai compris pourquoi je suis pas allée le voir. Il se heurte à la direction de son collège catholique privé sous contrat qui dit « C'est pas bien, oh là là, vous avez des idées nouvelles, il faut que les garçons jouent les garçons et les filles jouent les filles. » Bah oui, c'est normal. C'est pas grave, visiblement pour le prof français, ce n'est pas normal. Lui, il veut que l'épanouissement de ses élèves. Et donc... Voilà, vous avez planté le décor. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, alors, ce qui est important de souligner, c'est que le film tombe dans un anti-catho primaire. Bien sûr. La caricature, primaire, secondaire et tertiaire. La caricature est tellement outrancière qu'on ne reconnaît même pas ce que le film veut caricaturer. Je veux dire par là que l'enseignement privé sous contrat, mais c'est là où j'étais scolarisé, de la maternelle à la terminale. Oui. Et c'est simple, dans ce film caricatural, je n'ai même pas reconnu les nombreuses écoles où je suis passé. J'ai beaucoup déménagé, donc j'ai été dans plusieurs écoles différentes. Vraiment, je n'ai rien reconnu. Vous avez une connaissance du milieu. Je connais très bien le sujet et je n'ai rien reconnu. Cette caricature est tellement débile qu'elle passe à côté de son sujet. À la limite, qu'on fasse des caricatures, pourquoi pas, même pourvu que ce soit intelligent. Et puis,
c'est aussi, ajoutons ça, c'est aussi un massacre complet de Cyrano de Bergerac, puisqu'on a Roxane jouée par un garçon. Et le bègue, il continue il réussit, alors c'est ça le côté, bon, c'est ça le seul point positif. On dit que ça guérit les bègues de s'exprimer au théâtre. Oui, c'est possible. Non, mais il y avait une bonne idée de départ. Une bonne idée, mais ça a été gâché par un film, d'ailleurs, qui est de mauvaise qualité, d'ailleurs. Surtout, un dernier point aussi, c'est que le film passait aussi à côté de la pièce Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, n'oublions pas qu'il se bat contre les compromissions. Oui. Il refuse de chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lire obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force, et il dit non merci. Bravo. Et il meurt. Bon, c'est ma pièce préférée, je pourrais en sortir d'autres répliques. Et il meurt en donnant des coups d'épée à ses ennemis, la sottise, les compromissions, les lâchetés. C'est un contresens. C'est un contresens, parce que aujourd'hui, faire l'apologie du LGBTisme, du travestissement et tout le bazar, et de faire de l'anticato primaire, vous êtes dans quel camp? Vous êtes plutôt dans ceux qui se battent... C'est de la répétition de la propagande actuelle. Vous êtes plutôt dans ceux qui tombent sous la propagande, sous les protecteurs puissants, justement. Non, à la limite, la seule réussite qu'ils ont fait dans ce film, on peut leur ajouter ça à leur crédit, puisqu'on parle de déconstruction, ils ont réussi à déconstruire la plus grande pièce de théâtre qui ait jamais été écrite. Voilà. Ils ont fait de la déconstruction, c'est très bien. Mais c'est la définition de notre époque, cher Renaud. Je voudrais rappeler aussi qu'il y avait un très beau film dont nous avons parlé dans notre premier numéro, c'est Louise Violet, cette institutrice qui faisait partie des révoltés de la Commune, qui a perdu son mari et ses 2 enfants, et qui, après de la prison, de la déportation à Cayenne, est envoyée institutrice en campagne. Nous sommes en 1889 et elle est envoyée pour créer la première école dans un tout petit village. Et c'est le choc entre plusieurs personnes, les gens de la ville contre les gens de la campagne, les gens de l'instruction et des paysans qui ne savent pas lire, et qui vivent très bien, et puis bien sûr la féminité dans un monde d'hommes où les filles sont à la cuisine et aux travaux des champs, mais il n'est pas question. La réplique la plus délicieuse que j'ai jamais entendue, c'est « Elle arrive et le maire l'installe dans une grange, à côté de la vache, sur la paille. » On a une idée de ce qu'est la vie paysanne en 1889. C'est en ça que c'est vachement intéressant. Ça donne une autre image de l'école. Et alors, c'est pas du tout caricatural, c'est plein de finesse. C'est vraiment plein de finesse. C'est l'absence de la caricature totale. Et par les temps qui courent, ça fait du bien. Mais il y a quand même une phrase qui traduit bien l'esprit du temps. Elle arrive fièrement et elle dit au maire, j'ai fait l'école normale. Et là, il répond, en quoi est-ce normal que les filles aillent à l'école ? Et j'avoue que là, j'ai bien ri. Mais il va finir par l'aider. Et ce village va changer grâce à cette capacité d'apprendre à lire. Voilà, mais allez le voir, c'est vraiment un des grands films de cette rentrée et j'ai peur qu'il disparaisse. Oui. Comme Prodigieuse, je pense qu'il faut se dépêcher d'aller le voir, il est de moins en moins programmé, c'est dommage. Mais vous, de toute façon, gardez-le en mémoire et vous le retrouvez soit en DVD, soit dans la petite lucarne de la télévision. Mais c'est vrai qu'on a une fin d'année 2024 plutôt festive entre Syntex, Prodigieuse et Louise Violet. Trois bons films. Et j'ai vu, et passé à la télévision, le très beau film sur Napoléon d'Abel Gans. Le Napoléon d'Abel Gans. 8 heures de film. Oui. Alors, ça a été la grande référence du cinéma dans les années 30, bien sûr. Je fractionne, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. On voit la naissance, la jeunesse du petit Napoléon qui est déjà capable de lutter contre... Il y a la bataille de boules de neige à l'école de Brienne, qui est un morceau d'anthologie. De Brienne. Et puis après il s'est démêlé avec les Pont Paoli. d'Arcole, qui est une grande reconstitution, je ne suis pas encore arrivé au Pont d'Arcole, mais sa fuite en bateau pour échapper à Pozzo di Borgo et Paoli. Un grand passage du film. Et alors, très vite, la mer est démontée, et en surexposition, il y a les débats à l'Assemblée nationale.
Et on voit la férocité, la méchanceté, la violence de ces débats. Et bien sûr, sous l'étiquette les droits de l'homme, c'est ça qui est délicieux. Abel Gance, vous voyez juste, hein, la révolution n'est pas idéalisée là, je peux vous dire. Et de l'autre côté, il y a ce Napoléon qui lutte contre les vents sur sa barque avec une énergie extraordinaire. Et j'avoue que on m'en avait beaucoup parlé de ce Napoléon d'Abel Gance. Oui, mais c'est vrai qu'Abel Gance a une influence majeure dans l'histoire du cinéma. Allez le voir dans une cinémathèque à Pétauge-Noc-sur-Yvette, c'était pas possible. Donc là, il m'a été donné. À la télévision. Donc vous essayez de le trouver en replay, chers amis de TV Liberté, et vous serez heureux. Eh bien, nous vous souhaitons une très bonne fête de Noël. Oui, très bonne fête de Noël. À vous aussi, Renaud. Et à la rentrée, en janvier. À très vite.